Il ne faut pas perdre l'opportunité d'avancer rapidement, mais on ne peut pas griller les étapes. On ne peut pas réussir si on n'a pas un contact, mais très sérieux, avec les banquiers. Ma plus grande fierté, je suis en train de la vivre là depuis 2-3 ans, c'est la transmission. Michel, bonjour. Merci Bonjour. de me recevoir. Normal. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais je voulais que tu sois dans mon podcast. Oui. Petit clin d'œil, on est à table. Voilà. Ah oui, là c'est important, c'est quand même le but du jeu, c'est d'être à table et de partager autour d'une De table. partager. Je Ouais. pense que on verra dans ton histoire, le mot partage, C'est l'humain, je pense que c'est ce qui tournera. Petite intro rapide pour ceux qui regardent la vidéo. La Maison Chabran, c'est quoi à l'heure actuelle? Ah bon, effectivement, moi j'ai lâché les rênes en 2003. Maintenant, ceux qui gèrent les boutiques, c'est Carole et Louis. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a environ 90 salariés et c'est autour de 7 millions, un peu plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Super, ok. Voilà, donc il y a un site, ça fait 5 restaurants au total, donc ça occupe bien. Et Les journées sont un hôtel qui vient d'être agrandi, transformé, et puis il y a encore des projets. Ok, super. Il y a toujours eu des projets. Et ça tombe bien, ça c'est le constat. À l'heure actuelle, moi je veux qu'on revienne aux sources, à l'origine, à l'homme, à Michel, ce qu'il a vécu, ce qu'il a animé, ce qu'il a bousculé, ce qui t'a transformé aussi. Évidemment. Donc raconte-moi un peu le début. Ton début, c'est-à-dire déjà comment on peut devenir entrepreneur, donc chef peut-être, mais aussi est-ce que ça vient de ta famille? Raconte-moi un peu ces débuts. Alors, donc le début, c'est quand même... il y a des choses... j'ai eu une enfance assez fantastique, malheureusement avec un gros pépin de santé sur le plan familial de mon papa. Mon papa est tombé paralysé en 55, j'avais 10 ans, sclérose en plaques. Et il nous a quittés le 14 juillet 62. Donc ça, je pense que ça m'a donné une force exceptionnelle. J'étais bien entouré avec mes grands-parents et ma maman et mes autres grands-parents à La Roche-de-Glin. Et j'étais au lycée. J'étais allé à l'école du village de Pont-d'Isère, puis La Roche-de-Glin, parce que j'avais été muté. J'avais eu quelques dysfonctionnements avec l'instituteur Il de t'avait l'époque. muté. Donc j'ai été muté à La Roche-de-Glin, qui m'a accueilli avec des instituts fabuleux. Et je suis rentré au lycée technique à Valence, où il y a beaucoup de gens Beaucoup de personnes y sont passées. fabuleux qui sont passés par cet établissement. Et je me préparais dans cette branche-là. Et on prenait le train le matin pour aller à Valence. Et oui, bien sûr, c'était pas Normal. toutes les voitures, c'était pas Voilà. tout ça à l'époque. Hein. On prenait la gare de La Roche-de-Glin à côté, c'était Pont-d'Isère. Et la Micheline nous emmenait à la gare de Valence et après on allait rue Amblard. Et en partant le matin, le grand-père, il me balance comme ça, et ça, je ne le saurais jamais si... OK? Et il me dit, tiens, ce soir, je reçois quelqu'un qui veut racheter la maison. Je dis, mais Pépé, c'est quoi cette histoire? Donc là, on est avril, Pâques 1960. Ok. Et donc ça me bouleverse, moi, toute la journée au lycée, là, j'étais pas... Et le soir, je reviens, et il me dit, bon, j'ai annulé le rendez-vous, mais il faut qu'on parle. Ah, bon, d'accord, on va parler. Faut qu'on parle. On parle. Donc ça, c'est bien. Donc, compte tenu de la situation, mon papa, c'était en 60, était très, très fatigué, très malade. Mes grands-parents arrivaient à avoir un certain âge. C'était le café du village. Bien sûr, un emplacement de rêve, au bord de la Nationale 7, en face de l'église, en face de la mairie. Et donc, il me dit, mais écoute, il faut prendre une décision, parce que le lycée technique, tu vas faire une autre carrière, probablement, et on va vendre. Mais je dis, il ne faut pas vendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre? Donc, on m'inscrit dans une école hôtelière. Là, tu as quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans. J'ai 15 ans, c'est avril 60. J'aurai 15 ans le 25 mai 1945, donc le 60, ça fait 15 ans. Donc là, je dis, banco, on y va. Il m'inscrit dans une magnifique école hôtelière à Thonon. Et le vendredi matin, comme il était fait tard, il allait au marché à Romans parce qu'il avait plein de copains qui apportaient des bons produits, avec des bons copains du coin, parce qu'il était origine de Romans et ma grand-mère, Léonie ici, était de Génissieux, donc le côté très, très romanais. Voilà. Et il va voir un copain, M. Coissieux, qui était vraiment un monsieur fabuleux. D'ailleurs, son fils a tenu une fromagerie à Bourg-les-Valence. Et M. Coissieux, père, c'était un grand chef de cuisine qui tenait une brasserie à Romans.
Et avec le grand-père, il discute comme ça, et mon grand-père lui dit, mais tiens, ça y est, je ne vends plus, j'ai inscrit à ton nom mon petit-fils et je suis content. On va boire un canon. Ah ben on boit un canon, mais et là il le chope, il lui dit, écoute, il s'appelait Charles, mon grand-père. C'est bien, ton petit-fils, d'accord. Il va parler français correctement, il va s'exprimer correctement, il parlera peut-être un petit peu anglais, il va savoir compter, mais il ne saura jamais faire la cuisine. Ouais. Boum. Qu'est-ce qu'il dit? Boum. Alors il dit, écoute Charles, si tu veux, moi je suis copain avec Jacques Pic et André Pic, et si tu veux, je te peux donner le créneau, le lien, pour que tu puisses rentrer chez Pic. Allez, on y va. On est avril 60. Il avait déjà ses étoiles, Pic? Ah ben, il y avait 3 étoiles. Hein. Voilà. Il redescendait du pain, il y avait 3 étoiles, et c'était absolument fabuleux. Alors, dans la redescente, ils étaient retombés à 1 étoile, mais c'était reparti, ça a été regagné dans la foulée. Bon, donc là, à ce moment-là, ben oui, on prend rendez-vous, et puis ça se fait, et je suis rentré chez Pic en apprentissage le 1er juillet 1960. Alors, doublement à ça, quand j'ai pris cette décision d'arrêter les études au lycée, pourquoi? Parce que je voyais cette belle National 7 avec des grands mouvements pour les grands week-ends, des vacances, pour l'été, pour les vacances l'été, et je voyais des belles voitures qui descendaient sur la Côte d'Azur. C'était le lien de Paris, la Côte d'Azur, ok. Et il y avait toujours des gens un peu fabuleux qui s'arrêtaient ici, avec des autos somptueuses, notamment, un jour, je vais arriver une Jaguar Type E, qui sait? Ben, c'est M. Yves Montand et Simone Signoret. Après, je revois, il y avait des clients qui venaient régulièrement avec une magnifique Studebaker. C'était la famille Berkel, les machines à couper de jambon, les balances Berkel, avec... voilà, ils venaient régulièrement ici parce que... Je fais la petite parenthèse, tu nous en parleras sûrement après. La passion de l'automobile que tu as, ça vient de là peut-être aussi. Ben, alors ça vient un peu de là, il y avait des belles voitures, je savais où ça allait. Et moi j'avais la chance aussi, mes grands-parents avec mes parents, on allait tout le temps en type Jean Lépin. Moi depuis que je suis tout petit, je suis toujours allé là-bas. Et on allait toujours passer une journée à Monaco. Donc il y avait beaucoup de trucs et des liens très très forts avec Monaco. Et tant et si bien que ces voitures, je savais où ça allait. Et je te disais, nom de chien, on n'est quand même pas trop mal, il y a du monde. Ok, et voilà. Donc National 7, il y a quelque chose à faire. National 7, il y a quelque chose à faire. Et puis après, j'ai découvert avec le temps, après avoir fait ce choix de rentrer en cuisine chez Pic. Tu es resté combien de temps chez Pic en apprentissage? À l'apprentissage, c'était des apprentissages de 3 ans. Ok. Donc j'étais inscrit pour l'apprentissage, pour le CAP 60, c'est 63. Entre-temps, les cours, parce qu'il y avait les cours, on n'allait pas au CFA à l'époque. L'après-midi, on allait les cours, et les cours où ils étaient donnés, les cours complémentaires pour l'instruction générale, au lycée technique, où j'étais. Les mecs, ils me voient arriver là-bas, mais qu'est-ce que tu fous? Bon, bref. Et ils me disent tous, écoute, t'étais quand même pas trop mauvais élève ici, à mon avis, essaye de passer ton CAP avec 1 an d'avance, et comme ça, si tu le rates, tu as une chance supplémentaire. 62, je passe mon CAP, un coup de cul, je sors... Tu l'as? Je l'ai, avec des bonnes notes. Et donc, à ce moment-là, il y a eu 2-3 articles dans la presse, et mon premier article de presse, qui est fabuleux, c'est je suis en train de couper un petit merlan, comme ça, je suis en train de vider un merlan, et en face de moi, parce qu'il y avait on passait le CAP, donc c'était surveillé par des grands professionnels, il y avait M. Chabert, qui était un grand restaurant de Terre-Hermitage, très connu, et le titre du Dauphiné, c'est « Un grand d'aujourd'hui et peut-être un grand de demain ». Et ça m'avait vraiment bien plu. Et puis de là, ça a engendré plein de trucs. C'était les années 60, c'était là où il fallait quand même une évolution vers le tourisme, vers les stations de sport d'hiver. Il y avait un grand développement sur le plan, comment dirais-je, des vacances, des loisirs. Et là, eh bien, tout de suite, c'est instauré des liens avec le crédit hôtelier, avec les journalistes, tout de suite. Et là, on est venu me chercher, on me dit, tiens, allez, tu marches bien, on a besoin de toi. Alors, on faisait le service militaire à l'époque. Oui. Qu'est-ce que tu aimes? Les bateaux, les avions, on a besoin de toi dans les messes officiers. J'ai dit, j'adore les avions. OK. Ben, écoute, est-ce que tu es d'accord pour t'engager? Faut t'engager à 18 ans. J'ai fait un devancement d'appel, je me suis engagé dans l'armée et j'ai atterri aux messes officiers de Compiègne. Ok, ça tu ne me l'avais jamais dit. Ok, t'as fait là-bas. J'ai eu une chance inouïe d'atterrir aux messes officiers de Compiègne parce qu'on recherchait des cuisiniers. Alors,
C'était quand même des périodes un petit peu troubles. Il y avait encore des périodes tensions. Voilà, il y avait des réquisitions pour partir un petit peu à la guerre, à la connerie. Et donc, je me suis retrouvé à Compiègne. Donc tu finis après ton service. Je fais mon service militaire à Compiègne. Et Compiègne, là où c'était Compiègne, c'était un endroit à Royalieu où, malheureusement, beaucoup de gens, il y avait des grandes commémorations parce que c'était un endroit, d'abord, c'est là où a été signé l'armistice, à Compiègne, à la clairière de Compiègne, voilà. Et après, il y a eu, à la base où on était, c'était un lien où, malheureusement, les gens étaient là et après, ils repartaient dans les différents camps de concentration et tout. Donc, il y avait des réceptions régulièrement. Et le colonel, qui était un colonel, il était restaurateur à Porte-et-Valence. Et il me disait, Michel, tiens, la semaine prochaine, j'ai Chaban-Delmas qui vient, il faut que tu me fasses un cocktail. La semaine d'après, c'était Mesmer. J'ai rencontré des gens absolument merveilleux. Et puis de fil en aiguille, c'est comme ça que c'est parti. Et autre chose, cerise sur le gâteau, c'est qu'à Compiègne, c'était un endroit fabuleux. À l'époque, on faisait le service militaire. Et les gens qui faisaient du sport à très haut niveau, il y avait le bataillon de Joinville. Et le bataillon de Joinville, c'était tous les jeunes talentueux qui étaient allés faire le service militaire à Compiègne. Et ils faisaient leurs classes, parce que tu obligé de faire des classes, qui étaient de 6 à 8 semaines. Et on faisait les classes à Compiègne. C'était les rugbyman, tous les internationaux du rugby. Il y avait tous les grands champions du coin, les Mignasabal, les Porchier, les Guaran, tous les gens qui jouaient au VS ici, il y en avait, qui étaient partis au Joinville, et puis les grandes équipes de France. Les Campaès, voilà, tous les frères Marot de Brive, c'était... toutes les personnes. Voilà. Et là, c'était absolument merveilleux. Et voilà, donc j'ai passé un bon moment, et puis je me suis bien amusé, j'ai fait du bon boulot au MES. J'ai appris à piloter, parce que j'avais le droit d'aller piloter. Tous les mardis, j'ai appris à piloter. Et puis, et jouer au rugby avec eux, c'était formidable. Donc ça, c'est vraiment un peu ton histoire d'origine de comment tu es rentré dans la cuisine. Dans la cuisine. Voilà. Et après, entre être en cuisine et passer à l'entrepreneuriat, à lancer ton affaire, c'est quoi le déclic? Alors le déclic, c'est que je me retrouve, donc comme je pars en 63, je termine mon service militaire fin 64, j'ai 19 ans, hein, et je rentre dans l'entreprise familiale, le petit bistrot du village. Ça, c'était la place du village, je l'expliquerai après. Ça, c'est la place du village. Il n'y avait que le café, avec la cuisine, où la grand-mère faisait la cuisine derrière, mais elle faisait une cuisine qui était vraiment exceptionnelle parce qu'elle travaillait avec des bons produits de toutes les saisons, donc c'était remarquable. Et c'est pour ça qu'elle avait déjà une belle notoriété avec les gens de l'extérieur, avec les gens qui partaient en vacances, qui venaient régulièrement. Et ils mangeaient dans le bistrot. Et aussi, à cette époque-là, on avait le Michelin qui venait chercher, pour faire les pneus, il venait chercher la rayonne à la Voulte. Et nous, Michelin, ils partaient. On avait des entreprises formidables. C'était la N7, ils s'arrêtaient. Les chauffeurs de Michelin. Moi, M. Deloisy s'arrêtait ici, M. Charles-André. Voilà, c'était un bon bistrot où on mangeait bien, au bord de la Nationale 7. Alors, bien sûr, j'aurais pas pu faire ça dans un autre endroit. La Nationale 7, c'était l'endroit mythique où tout le monde passait par là. Et c'est vrai que si je n'avais pas grandi au National 7, je ne pense pas que... Oui, non, mais j'aurais pas fait la cuisine. Les entrepreneurs sont au bon endroit, au bon moment, mais ils ont saisi la chance, l'opportunité, l'effort aussi derrière. Ouais. Donc, ok, tu es chez la grand-mère. Alors, donc là, je reviens de l'armée, il y a ma grand-mère, il y a ma maman, et là, je commence à retravailler un petit peu en cuisine, ça commence à se dire. Les gens du coin disent, tiens, là, le petit, il est venu, on va aller faire la première communion, on va aller faire le baptême. Donc, je faisais les opérations familiales, puis après, de fil en aiguille, les gens ont commencé à venir avec, dans un premier temps, une magnifique clientèle romanaise, qui ont été beaucoup plus... comment dirais-je, ils ont été très, très, très rapides à venir à Pont-de-l'Isère. Tous les grands chausseurs, tous les grands... C'était une ville d'entreprise aussi à Romans. Voilà, et à Romans, ça bougeait beaucoup. Et nos origines un petit peu de Romans, mon grand-père était né à La Paville, ma grand-mère vivait à Génissieux, on avait un cousin qui était une immense personne, minotier à Saint-Paul-les-Romans. C'était vraiment un endroit où, et même moi tout petit, j'allais dans la famille là-bas, c'est là où j'ai mes premiers déclics de bon casse-croûte.
Voilà. Et après, les Valentinois sont venus. Et puis après, il a fallu booster un petit Et peu. après la France, booster Donc, comment tu l'entreprise. crées l'entreprise ici? Alors, je rentre ici. Donc c'est fin 64. Et tout de suite, ça commence à bien marcher. Donc là, il faut agrandir. Moi, quand je rentre en 64, j'ai un employé de maison, c'est un plongeur. Hein. Donc il a fallu agrandir. Et puis on a commencé à créer des salles un petit peu. Et un jour, j'arrive à saturation. Là, on est en... c'est quand même assez long parce que 64, après il y a eu les premiers articles de presse qui sont sortis. Après, on a fait quelques investissements. Et arrive un moment où je ne sais plus où mettre les clients. Et je vois le maire du village, M. Despès, qui est une personne remarquable, qui a fait plusieurs mandats ici, dans la commune. Et un jour, je lui dis, je suis embêté, là, je ne sais plus où mettre les clients. Mais il me dit, j'ai une idée. Ah, bon, ça va. Il me dit, on se voit demain. Ah bon. Donc, on est en 1973. Donc, ça fait 7-8 ans qu'on a travaillé quand même. Bien sûr. Ça va pas... Fallait pas vouloir griller les étapes. Hein. C'était step by step. Hein. Des fois, l'entrepreneur croit qu'il faut aller très très vite. Non, il faut laisser surtout pas. Il faut pas perdre, il faut pas perdre l'opportunité d'avancer rapidement, mais on ne peut pas griller les étapes. D'abord, il faut asseoir un petit peu la technicité, la notoriété, en dire tiens, à tel endroit on mange bien, voilà. Et avec tout ça, ça a duré quand même 7-8 ans. Ouais. En 73, tu vas voir le maire. Non, il passait parce que c'était le facteur du village. Donc le matin, on se voit, on boit le café. Ah, il me dit, non, j'ai une idée. Tu veux du terrain? Oui. Moi aussi. Tu as une carrière là-haut qui est inexploitée. J'avais une carrière qui était inexploitée. À côté, j'avais des vignes et à côté, j'avais mes abricotiers. Et à ce sujet, voilà, sa information, le Creux Hermitage Chabran est sorti en 2024. La première cuvée en partenariat avec la cave coopérative de Tain-Hermitage. On a créé un GFV. Voilà, allez, la petite parenthèse. Et là, il me dit, voilà, j'ai une idée, je cherche un endroit parce qu'on va créer un ramassage, ramasser les ordures. Et je ne sais pas où je vais pouvoir les déposer. Alors, on va faire un truc. Tu me donnes ta carrière, moi je te donne le terrain derrière. La place du village, là. Ah ben je dis, voilà, c'est une bonne idée, ça. Donc, il me donne... ça s'est concrétisé. Alors après, il y a eu un petit peu des mouvements de folie, de jalousie, parce que mon grand-père, à l'époque, moi je ne me rappelle pas, avait voulu racheter ce terrain. Et il a fait payer le terrain très cher à la mairie parce qu'il y avait des surenchères. Bien sûr. Alors des gens qui se rappelaient de ça, ils disaient, oui, le vieux a ruiné le village et maintenant on le donne au petit-fils. Bon, bref. Je pense que c'était une belle opération de faire un ramassage d'ordures et c'était une très belle opération également. C'est une intelligence collective. L'intelligence collective qui fait que ça a permis d'évoluer et qu'on a commencé à faire parler de Pont d'Isère. Donc on est 73 et puis on fait les travaux, on termine les travaux ici fin 74. 75-76, c'est beaucoup d'articles de presse. Et octobre 76, dans l'Express, M. Claude Joly dit c'est un scandale que Chabran n'ait pas de toc, les tocs de Guimillot, le coq au Guy Kléber et l'étoile au Michelin. Et 77, tout est sorti. Et après, c'est parti, quoi. C'est parti de là. Alors, effectivement, il faut qu'il y ait des concordances, il faut qu'il y ait l'emplacement où on est placé, c'est important. Et puis après, il faut un peu facteur, il faut de la chance, quoi. Mais comme c'est pas moi qui l'ai dit, Victor Hugo a dit, la chance, ça fait partie du talent. La chance, il faut la provoquer, il faut y aller, et puis voilà. Donc ça, début de l'aventure de la Maison Chabran. L'aventure de la Maison Chabran, c'est premier article de presse, octobre 76 dans l'Express, et 77, tout est sorti. Puis après, c'est parti, et là... pour faire les travaux, d'ailleurs ici, comme on était au club du Crédit Hôtelier, on était aidés d'une manière formidable, ce que sont peut-être différents aujourd'hui. Tout de suite, j'étais rentré, comme il m'avait fait rentrer dans le club du Crédit Hôtelier, on avait des réunions à Paris avec des banquiers, ils nous formaient déjà. Et un monsieur d'Astrevine, qui était un grand bonhomme, il m'a toujours aidé avec mes banquiers locaux, mais il était là pour, allez, on y va, on le fait. On fait ça en 74, je vais voir mes banquiers du coin.
par rapport au chiffre d'affaires au chiffre d'affaires que je faisais et l'investissement, parce qu'on a creusé les caves, parce qu'on a fait les cuisines à l'époque, l'investissement en 74 représentait 3 ans du chiffre d'affaires de 73. Ils t'ont Alors, jamais suivi s'il n'y avait pas tout. mes banquiers locaux qui sont fabuleux, c'était la Marseillaise de Crédit, c'était le Crédit Agricole, m'ont dit t'es bien gentil, mais c'est pas possible. Donc j'en parle à l'Australie, mais t'inquiète pas. Je prends rendez-vous avec eux, on se retrouve chez toi, ils descendent avec un collaborateur de Paris. Il n'y avait pas le TGV à l'époque. Ils ont pris l'avion, parce qu'il y avait l'avion sur Valence-Chaveuil. Le soir, ça s'est traité ici, 74, et ça a été signé tout de suite. C'était fabuleux. C'était fabuleux. Bon, ça passe. Puis après, il me dit, mais tes chambres, t'en as pas. Je dis, mais j'ai pas de sous. T'inquiète pas. 76, on a fait les chambres. Et donc, il fallait des concours, il fallait surtout des rencontres, peut-être. Des rencontres importantes, des liens avec des gens qui vous font confiance. Et puis des périodes favorables où il y avait un développement pour le tourisme et tout ça, quoi. Voilà. Alors, là, c'est tout le début. Je vais rentrer quand même dans une question un peu plus intimiste. Les moments durs. Soit toi personnellement, mais les difficultés où tu te dis, mais j'aurais jamais cru vivre ça. Quels étaient les moments un peu durs pour toi? Alors, non, on a eu des moments difficiles. Hein. Il y a eu des passages difficiles. On a été souvent contrariés parce que l'évolution des choses font que des fois, il y a des moments au niveau de la gestion, au niveau des comptes, c'était compliqué. Donc, on a eu la chance de toujours faire face aux difficultés qu'on a rencontrées pour régulariser et puis surtout pour conserver le patrimoine familial et tout ce patrimoine. Mais il fallait être... D'abord, il faut aimer prendre des risques. Après les risques, il faut qu'ils soient mesurés. Et parfois, il peut y avoir des clashs un petit peu économiques qui font que vous pouvez avoir 1 an ou 2 difficiles. Et c'est dans ces difficultés qu'il faut resserrer les rangs et être bien entouré. Et donc, ce que j'allais te dire, qu'est-ce que tu as appris dans ces difficultés? Ou qu'est-ce que t'es ressorti grandi? Qu'est-ce que ça t'a appris le plus, ces moments? Disons que dans les difficultés, il faut être entouré. Il faut être entouré, toujours pareil. On est en difficulté, et ça m'est arrivé, hein, eh bien, il faut essayer de rameuter un petit peu la troupe familiale et la troupe amicale pour faire face aux difficultés. Et après, eh bien, voilà, vis-à-vis, toujours dans les investissements, il faut faire face à tout ça, et puis toujours être honorable et respectable et respectueux vis-à-vis des gens. Toi, ta plus grosse remise en question, ça a été quoi? À travers toutes ces années jusqu'à aujourd'hui? Oui, la plus grande remise en question, c'était disons que la chance qu'on a eue, c'est que en 94, donc là, 77, l'euphorie de l'étoile Michelin, ouais. 85, la 2e étoile, donc ça, c'est fabuleux, c'était bon. Et là, après, il fallait passer les pointures au-dessus. Et après, heureusement, on a diversifié l'activité. En 94, avant 94, j'avais rencontré mes copains parisiens et lyonnais, Jean-Paul Lacombe, Michel Rostand, et ils avaient tous des belles maisons, mais ils avaient des maisons complémentaires avec des bistrots. Et là, sur la place de Valence, j'avais Rodolphe Pes qui était là, il y avait d'autres personnes qui étaient là dans notre rue. Écoute, viens ouvrir un bistrot à Valence. Et heureusement que je les ai écoutés, parce que c'était mon envie aussi. On ne pouvait pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et c'est vrai que créer un établissement doublement étoilé comme Pont d'Isère, qui faisait partie des Relais Châteaux, ça a quand même une structure un peu lourde, un peu dure. Malheureusement, alors pas malheureusement, on avait éliminé une certaine clientèle aussi qu'il fallait récupérer, où c'était un peu excessif au niveau des prix pour venir. Donc là, on réfléchissait, on cherchait. Depuis 90, 91, 92, on a cherché beaucoup d'endroits. Et un matin, j'ai rencontré en me baladant dans la grande rue, je m'arrête devant la boulangerie là, qu'on vient de reprendre, d'ailleurs, on a créé Almacita. Ouais. Et là, c'était une boulangerie, pâtisserie, et je vois en face, là-bas, c'est Benetton. Et Benetton, ils avaient fermé les portes et c'était à vendre. Et il fallait s'adresser à un liquidataire qui était avenue Victor Hugo,
dont je cherche le nom, et ça va me revenir. Ouais, mais Ouais. tu saisis l'opportunité. Je saisis l'opportunité, je vois ça, je dis purée, parce que je voulais être dans un cœur de Valence, on cherchait, un cœur de Valence, avec des terrasses, avec des trucs. Et je vois le bistrot des Clercs d'aujourd'hui, Très je bel dis endroit. putain, cet endroit il est fabuleux, et je cherche le truc, et je vois qu'il fallait appeler cet avocat. J'appelais, personne ne me répond. Et en me baladant, j'étais avenue Victor Hugo, je me baladais, puis je croise une copine, une bonne copine du tennis, parce que j'étais un dingue de tennis et tout. Ah, il dit, ça fait plaisir de te voir, qu'est-ce que tu fais ça va? Je dis, mais elle me dit, tiens, je travaille chez un tel. Je dis, oh, putain, comme ça. J'ai essayé de l'appeler au moins 10 fois, parce qu'il y a un truc qui m'intéresse. Alors je lui explique. Il me dit, attends, on va l'appeler, on va se débrouiller. Et elle a appelé, boum, on a rendez-vous le soir même, ici, pour partager un casse-croûte et un petit apéro. Et ça s'est traité entre le passage de la porte, avant qu'on soit assis, c'était traité. Donc souvent, les entrepreneurs, c'est vrai que des fois, ils n'osent pas encore aller plus loin. Toi, tu as osé, parce que tu aurais pu dire, je reste sur mes acquis, mes Oui, 2 bien étoiles. sûr, ouais. Tu as monté ton bistrot, Ouais. tu as monté tes autres affaires, le Ouais. quai, Macita, Ouais. et ainsi de suite. À quel moment tu te dis, je vais arrêter? Est-ce que tu dis à un moment, j'arrête de grandir, ou au contraire, tu suis ton instinct, tes opportunités? Alors, donc ça, voilà, ça c'est l'opportunité. Je pense que, enfin, sincèrement, quand on parle des affaires, on veut d'abord ce qu'on est en train de monter, on veut le réussir. Et quand on voit que ça marche bien, on dit, bah, tiens, on va peut-être faire autre chose. Puis après, faire autre chose. Alors, on n'anticipe pas trop à l'avance sur les trucs. Mais là, l'opportunité qu'on a eue, que nous avons eu d'ouvrir à Valence, ça a été un salut énorme. Parce que ça nous a redonné de l'oxygène ici. Bien sûr. On a pu alléger les charges d'ici, et tout en travaillant sur Valence, et là, en recréant à nouveau un certain dynamisme, et une envie de dire, ben tiens, c'est bien ce qu'il fait là au Bistrot des Clercs, on va aller voir l'autre boutique. Il y a toujours un effet, Complémentarité. voilà, il y a toujours un effet boomerang qui fait que. Et après, on a créé Tain, et puis voilà. Donc tout ce travail, parce que Michel, ok, tu as des copains, tu manges, tu fais comment on dit, la bringue, tu partages la table, Ouais. mais qu'est-ce qui t'a permis de tenir? Parce qu'en termes d'énergie, en termes de tout ça, quand même, c'est pas rien, comme tu dis, il y a eu des hauts, des bas, Ben oui. mais comment l'homme a tenu? C'est quoi? Est-ce que tu as une recette? Est-ce que tu as, il y en a c'est que du sport, il y en a c'est d'autres choses. C'est Ouais. quoi pour toi? Qu'est-ce qui t'a permis de tenir? Bon, pour moi, ma recette, on revient un petit peu à l'initiale lorsque je suis rentré à l'apprentissage chez Pic. Les cuisiniers de l'époque n'étaient pas comme nous. C'est-à-dire qu'ils vivaient autrement, différemment. Ils exagéraient peut-être un peu sur la boisson. Je ne parle pas de la famille Pic, hein, je parle Et dans le film, on le voit très bien. Okay. Donc, avec mon copain Jean-Noël Chante, qui a été le grand lieutenant de Jacques pendant toute sa carrière, on a dit, nous, on veut faire autre chose. On veut, les après-midi, avoir une vie normale. On va aller faire du sport. On va faire du sport, on s'est mis à faire du sport. Alors le sport, quand vous êtes cuisinier, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est des sports individuels. Hein. Ok. Donc, parce que les sports d'équipe, c'est cuit. Moi, je faisais du rugby et du foot avant, là, c'est tout supprimé. C'est un drôle de truc. Et là, on perd tous les copains, tout le truc. Donc, je me suis mis au tennis, et je pense que c'est grâce au sport, au tennis, au ski, au sport automobile, à tout ça, que ça, on permet de tenir. Comme je dis tout le temps, moi. Comme je dis tout le temps. Moi, je travaille, j'ai la chance de travailler beaucoup, j'ai la chance d'avoir une bonne santé. Et moi, si j'ai ma récréation tous les jours l'après-midi, ben, je ne peux pas tenir, je ne peux pas être bon à midi et le soir. Ce n'est pas possible. Il faut à un moment se changer des idées, et surtout, le corps a besoin. Tout le monde aujourd'hui, tout le monde se met à courir. À l'époque, on ne courait pas, mais on remonte, c'était dans les années, fin des années 60, quoi. Et voilà, et le sport, grâce au sport, on a pu tenir physiquement, et ça a créé des liens énormes. Donc ça a été pour toi cette réussite de trouver un peu cet équilibre, évidemment. Ah, mais c'est indispensable. La récré. À l'école, on coupe les cours par une petite récré pour reprendre un petit peu, d'une manière énergique, ce qui se passe après. Et dans la cuisine, c'est pareil. Là, je me note toujours un peu une question qui n'est pas forcément évidente. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Une chose peut-être où tu te dis vraiment, ça c'est vraiment une fierté, une réussite. S'il y a une seule, qu'est-ce que tu retiendrais? Alors, sincèrement, quand on fait ce métier, on dépense beaucoup d'énergie. C'est difficile.
Des horaires de fou. C'est difficile parce qu'on vit autrement. Alors après, il faut s'organiser. Il faut réussir, comme je dis, à avoir sa récré de tous les jours. Il faut réussir à partir un petit peu en vacances, de profiter un petit peu l'été, de profiter un petit peu l'hiver, de vivre un petit peu normalement comme tout le monde. Et pour ça, ben, il faut beaucoup travailler et pouvoir se permettre de... Et donc ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, ben, je suis en train de la vivre là depuis 2-3 ans, c'est la transmission. Il n'y a pas autre chose. Lorsqu'on fait tous ces efforts, et l'idée, c'est de transmettre à ses enfants pour qu'ils puissent continuer. Surtout, mais il ne faut pas forcer. Hein. Faut qu'ils soient presque demandeurs en disant ben, papa, ben, je vais faire ça. Voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir entre Carole et Louis deux passionnés. Carole a voulu faire l'école hôtelière de Lausanne. Et là, quand elle a voulu faire ça, je dis mais ça c'est génial. Là, elle a commencé à travailler pour les stages des frères Roux à Londres, elle a travaillé pour Potel et Chabot, elle a travaillé au siège des Relais et Châteaux. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Et lui, il a fait une école supérieure de commerce à Paris. Et dans cette école supérieure, bon, je trouvais ça c'est très bien. Puis un jour, il me dit, papa, tiens, j'ai créé une assoce. Ah. Alors c'est quoi? Mais comment se nourrir correctement lorsqu'on est étudiant? Oh putain, là, ça m'a fait un coup au cœur exceptionnel. Il avait des copains, il y avait même des étrangers qui étaient là. Ils sont venus, ils ont traîné, ils sont allés un peu de partout, ils sont allés voir les vignerons, ils sont allés voir les amis Richard qui font de l'huile d'olive, ils ont traîné un petit peu de partout. Et là, j'ai dit, tiens, il est en train de bien, voilà. De là après, alors là c'est le problème à l'envers, parce que nous, quand j'ai débuté, il fallait d'abord apprendre le métier. Et après, si tu n'es pas trop con, tu apprends à gérer. Aujourd'hui, les choses, c'est on apprend à gérer, à communiquer, et après, il faut connaître le métier. Donc, c'est ce qui s'est passé pour Louis. À l'issue de ça, il a travaillé chez Ducasse à Paris, après il a travaillé chez Rostand, et il a travaillé 8 ans avec moi au Fourneau. Et là, j'ai transmis... Donc ta fierté, c'est la transmission à la famille. Ah, ça, c'est exceptionnel. De voir toute ta famille recomposer, mélanger, qui travaille. Et que tout le monde s'entende bien, et que les enfants, les petits-enfants se retrouvent, et qu'on partage des moments, des bons événements sur le plan familial. Est-ce que tu imaginais ça quand tu t'es lancé? Est-ce que, des fois, il y en a qui disent, ils ont imaginé leur vie, tout leur parcours, ou toi, t'imaginais ça? Non. Non, j'imaginais pas ça, mais j'avais quand même cette envie j'avais cette attirance de la voiture de descendre sur la Côte d'Azur. Donc ça, pour se faire ça, il faut quand même bosser un peu, quoi. Sinon, ça marche pas. Donc, et il fallait bosser. Et bien souvent, pendant mon apprentissage, quand on voyait comment travaillait la famille Pic, Jacques Pic, qui était un travailleur, mais énorme, et je me suis dit, mais nom de Dieu, excuse-moi, je parle mal, mais... c'est quand même une vie difficile. Il était au travail tout le temps, c'est vraiment une bête de boulot, avec Suzanne, son épouse, avec toutes les équipes qu'il y avait là-bas. Et on a réussi après, en s'organisant, en ayant ses récréations, en ayant des sports l'après-midi, à vivre un peu plus en communauté, d'aller faire du ski l'hiver, d'aller en été faire du ski nautique, du bateau. Ben là, après, on reprend goût et puis on dit, ben dans le fond, j'ai fait un bon choix et on y va et on continue. Ok. Sur la partie vraiment entrepreneur, parce que oui, t'es chef, t'es un peu star télé aussi, parce que, comme tu l'as dit, t'as fait beaucoup d'émissions. Ouais. Mais t'es entrepreneur, c'est le terme. T'es dirigeant d'entreprise aussi. Si tu avais à partager quelque chose à un jeune entrepreneur ou à un autre entrepreneur sur l'entrepreneuriat, tu te dis, mais tiens, moi c'est vrai que j'ai appris ça, j'aimerais partager quelque chose, ce serait quoi? Alors, pour le nerf de la guerre, quand tous les entrepreneurs, je pense que c'est pareil. Alors qu'on soit dans l'hôtellerie, la restauration, d'abord il faut avoir des bons partenaires qui vous suivent. Et ces bons partenaires, c'est quoi? Ben, c'est des conseillers autour de vous, c'est un bon expert comptable, c'est un bon conseiller sur le plan, comment dirais-je, de l'organisation des biens, c'est-à-dire un bon notaire, et après surtout avoir un bon support et un bon lien avec les banquiers. On ne peut pas réussir si on n'a pas un contact, mais très sérieux,
avec les banquiers. Le banquier, dans nos entreprises, il est banquier, bien sûr, mais il est un petit peu conseiller. Il est là pour vous aider, il n'est pas là pour... voilà. Et donc, des fois, les entreprises, elles ne connaissent pas assez leurs banquiers ou leurs banquiers ne connaissent pas assez leurs clients. Je pense que le lien aujourd'hui, il faut avoir un lien très très fort et une grande compréhension et une certaine sérénité entre le rapport qu'on peut avoir avec les banquiers qui vous aident à investir et vous-même. Et c'est ce qui permet de pouvoir vraiment débloquer les situations. Déclencher et y aller franco, quoi. Franco. Et là, vraiment, on a eu la chance, et je vois aujourd'hui ce qui se passe avec lui. Il a également des contacts avec les banquiers, je les vois de temps en temps. C'est fabuleux, c'est des partenaires. Voilà, c'est des partenaires. On va terminer notre interview. Est-ce que tu as une citation, des fois, ou une phrase qui te tient à cœur, que tu as un peu en étendard, que tu dis ou que tu aimes dire Des fois, il y en a qui l'ont, des fois, ils l'ont pas. Ouais. Après, je sais que toi, quand on regarde, Ouais. je pense que le partage, la fraternité, l'amitié, Ouais. l'humain, je pense qu'il est au cœur de ta vie. Non, mais c'est vrai que nos métiers, si on n'a pas cette envie de partager, c'est presque un peu biblique, hein, parce que lorsqu'on est cuisinier, qu'on fait son marché, qu'on passe commande, on voit le produit et on travaille déjà comment je vais pouvoir faire pour que les gens puissent se régaler et puissent partager un bon moment. Voilà, donc c'est ça, c'est quelque chose, un bon moment de partage pour d'abord la famille bien sûr, et pour les clients. Et ça, c'est important. On peut juste prendre une parenthèse, parce que bientôt arrive la période du rallye Monte-Carlo. Ouais. Michel, tu as toujours été rallye. On en a fait quelques-uns Ouais. à se taper la bourre ensemble, car on était avec notre ami Renaud. Bien sûr. Là, tu vas le faire avec Louis, Ouais. encore. Non, avec Jules. Ok. Avec Jules, parce que Louis Jules, là, ça depuis 2-3 ans, il n'avait pas pu le faire avant parce qu'il bossait trop. Et Jules, il le fait avec un copain, avec oui, Lucas. il le fait avec Lucas. Ok. Voilà. Et donc là, mais tu vas être encore dans une voiture. Et voilà. Ouais. Ça, il y a des gens qui se disent je travaille, après je serai à la retraite, je profiterai ou autre. Je pense que tu es l'exemple d'un travailleur acharné qui a été même médiatisé, mais vraiment un travailleur acharné, qui a su trouver cet équilibre de l'après-midi, comme tu dis, de la récréation. La récréation. De la récréation. Je pense que tu travailles dur, mais tant que tu as la récréation, qui est ta passion, bien sûr. de mélanger tout ça, ta réussite, elle a été là. Donc ta récréation, tu as eu les voitures, tu continues, mais en fait, toi, tu n'as pas de retraite, tu continues ta vie avec un grand V. Voilà. Et ça, c'est fabuleux, et c'est vrai. Et tout revient à l'environnement, à la position où on était, au bord de la Nationale 7. Et puis quoi ? Là, toutes les belles les rallyes passaient là. Monte-Carlo, tout gamin, mon grand-père m'a embarqué voir le rallye de Monte-Carlo. Il y a eu des liens très très forts avec Monaco. Et s'il y a des choses comme ça, c'est qu'il y a un intérêt commun. C'est-à-dire que la région est belle, il y a des routes formidables, il y a des produits à déguster merveilleux. Et il y a des belles personnes. Et des belles personnes, et des gens fabuleux. Comme je dis toujours, je me rappelle une première fois que j'avais fait une belle série dans Elle à table. J'avais dit, vous savez, j'habite un département, mais l'Ardèche, il ne faut pas les dissocier. La Drôme et l'Ardèche, c'est les poumons de Rhône-Alpes. Et la chance que j'ai, moi cuisinier, toute l'année, j'ai qu'à me baisser. C'est ton jardin. Ou tendre les bras pour avoir des produits d'exception et les mettre en valeur pour faire partager avec les copains. Et moi, je terminerai là-dessus, en tout cas, le sens de l'accueil, le sourire, Michel. Ça fait des années que je te connais. À chaque fois, dans tes établissements, le sens de l'accueil de façon générale. Bien Toi, sûr. Le premier, évidemment, avec le sourire, les bras tendus, mais Laetitia ou tous tes collaborateurs, le sens de l'accueil. Je pense qu'on vient dans tes établissements parce que ce lien du partage et du sourire de l'accueil, vous l'avez. Michel, merci. Oui, c'est gentil. C'est un très bon moment que j'ai passé en toi. J'espère qu'ils vont découvrir tout ça avec beaucoup de plaisir aussi. Oui. Et à table ? Et oui, et ça c'est bien. Et on va passer à table et boire un coup.